Merci beaucoup, Jean. C'est bon pour le micro, là? Ouais, ok. Écoutez, ravi d'être là. Merci beaucoup à Stéphanie pour son invitation et puis toutes les personnes qui ont aussi organisé ce colloque avec ce beau panel. Moi, je suis très content aussi d'avoir pris ce temps ici parce que j'ai déjà appris beaucoup de choses. Alors, Jean, le mot carbone, en fait, était un peu implicite puisque dans les interventions précédentes, on a parlé du bois, on a parlé du charbon, et donc quelque part, on sent bien que pour pouvoir transformer la matière, il faut un peu d'énergie, et que l'énergie, souvent, elle est un peu carbonée. Et on sent bien, en plus, l'actualité de la semaine ou de la quinzaine, c'est que quelques milliers de kilomètres d'ici, il y a un truc qui se passe qui s'appelle la COP29 à Bakou. Bon, je ne sais pas trop ce qui leur sortira de celle-ci encore, mais on sent bien qu'on a un problème, quoi. Donc voilà, moi ce problème qu'on appelle parfois de cette époque, je vais l'évoquer en quelques mots, qu'on appelle l'anthropocène, me pose question, nous interroge et nous pense à aussi imaginer à quoi ça peut ressembler un monde qui petit à petit serait un peu plus sevré des énergies fossiles et qui ferait aussi un peu plus attention aux ressources, quoi. Donc voilà, donc je vais essayer de vous présenter ça. Je pense que ça sera peut-être un peu frustrant, ça c'est un peu rapide, un peu bref. Et puis je crois qu'après il y a une séquence de questions-réponses. Très content aussi de faire le lien aussi avec des regards. Et moi encore une fois j'ai appris beaucoup de choses. Pourtant j'aime le verre, je suis un passionné de verre en tant qu'architecte, ingénieur. Mais j'ai appris plein de trucs déjà, donc je vais peut-être faire le lien entre passé, présent, et puis peut-être aussi futur, et puis les collègues et industriels nous raconteront tout ce qu'ils mettent en œuvre. On a déjà eu l'occasion d'en parler un peu ce midi, pour voilà, essayer de dessiner une transparence davantage décarbonée, et peut-être demain post-carbone. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire post-carbone et l'anthropocène? Bon, vous avez plein de livres, plein d'historiens aussi qui disent, voilà, qu'est-ce que c'est tout ce qui nous arrive. Alors, ce qui nous arrive, globalement, on peut aussi considérer que la grande bifurcation de Sapiens, c'est au moment du néolithique, hein, mais bon, d'autres aussi trouvent que c'est peut-être le moment, en fait, le déclenchement vraiment de la civilisation du charbon, hein, qui commence en Grande-Bretagne et puis très vite aussi se répand en Europe occidentale, etc., qui est le grand déclencheur. Un grand déclencheur qui n'est pas qu'un grand déclenchement sur la question énergétique, mais c'est aussi sur la question matériotique et sur la consommation des ressources. Et on parle aussi souvent qu'on est dans un monde très extractiviste, et que ça aussi, au même titre que, voilà, si on se remet un peu les choses en perspective, il y a encore 150 ans, sur la Terre, on était 5 fois moins nombreux et la consommation moyenne d'énergie par personne était 4 fois moins importante. Et surtout, il y a 150 ans, finalement, la demande, la consommation énergétique mondiale, elle était massivement renouvelable. C'était pour l'essentiel du bois, et donc c'est aussi, ça a été évoqué plusieurs fois lors des interventions précédentes, qu'il y avait cette sorte de déterminisme géographique aussi, et que si ici, dans la région, il y avait du verre, c'est parce qu'il y avait du bois, il y avait du sable aussi, et donc voilà, donc on sent bien que cette question d'énergie-matière, elle est absolument déterminante, et que c'est vrai que moi, un peu en tant que chercheur du dimanche, c'est quelque chose qui me stimule énormément. Alors, pardon pour ce dessin derrière, dessiné qui a un petit peu phasiste, hein. Parfois on dit qu'il n'y a pas de transition de l'énergie. C'était tout simplement pour signifier que pour sortir justement de l'anthropocène, pour aller vers des lendemains post-carbone, il va falloir en particulier sur l'énergie retrouver une nouvelle route, hein, une nouvelle route qui passe évidemment par beaucoup plus de sobriété, plus d'efficacité dans les procédés industriels, mais pas que, mais aussi de retrouver des mix qui soient beaucoup plus branchés sur les énergies décarbonées et particulièrement les renouvelables. Autre sujet et pas des moindres, la disponibilité en matériaux et en ressources. Et c'est vrai que en tant que praticien, en tant que concepteur, on comprend bien que c'est un petit peu comme, vous savez, quand on mange, on dit il faut peut-être devenir un peu plus végétarien, hein, on appelle ça flexitarien. En tant qu'architecte, il faut qu'on soit un peu plus végétarien, et peut-être qu'il faut aussi qu'on fabrique, qu'on construise, qu'on rénove, peut-être avec des matériaux un petit peu plus crus. Voilà. Donc ça, vous l'avez reconnu, c'est un tableau de Mendeleïev qui montre aussi qu'il n'y a pas que les hydrocarbures qui sont en quantité finie. Il y a un certain nombre de métaux, il y a un certain nombre de minéraux, et sur lequel on va vers des lendemains avec des raretés qui sont déjà à l'œuvre là, et qui risquent de s'amplifier
a fortiori avec un monde très très extractiviste et qui parfois promet aussi une croissance verte avec par exemple des voitures électriques aux batteries énormes. Et donc là, pareil, vrai sujet de débat de société et sur des questions de sobriété. Donc voilà, donc ça c'est un très rapide tableau pour vous dresser le portrait robot de l'Anthropocène. L'Anthropocène aussi, c'est pas qu'une question de énergie, carbone, matière, c'est aussi un coup qui est déjà parti qui s'appelle le réchauffement climatique. Hein. On verra ce que nous sortent les statistiques mondiales, mais vraisemblablement, le plus 1,5 degré de température moyenne, on l'aura sans doute déjà atteint en 2024. C'était pourtant la promesse ou l'horizon qu'on s'était fixé au moment de la COP 15, la COP 21 pardon, en 2015 à Paris. Et puis autre sujet non des moindres aussi, qui est l'érosion massive de la biodiversité, la question de l'érosion, l'artificialisation des sols. Et là, c'est pareil aussi, les procédés industriels peuvent par moments être assez gourmands aussi de sol et participent aussi à la perte du vivant. Voilà. Donc en pratique, et j'ai bientôt fini mon introduction, je crois que ça fait déjà 7 minutes. Donc oui, je dirige AREP. AREP, c'est en quelques mots, alors c'est une boîte assez importante puisqu'on est 1000 en France, en Europe et en Asie. Donc il y a dedans des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des designers, etc. On a pour particularité d'être une filiale à 100% de la SNCF. Donc on fait beaucoup de choses pour la SNCF, mais pas que, pour plein d'autres clients, pour des collectivités publiques, pour des promoteurs privés, voilà, en France et à l'international. Et comme vous avez perçu aussi que je portais un engagement sincère sur les questions environnementales, on amplifie aussi cette transformation-là depuis 5-6 ans sur la question de qu'est-ce que c'est aussi l'architecture, qu'est-ce que c'est l'aménagement, lorsqu'on prend conscience un peu des défis écologiques et sociétaux. Et donc pour ça, on a mis en place une sorte de boussole qui s'appelle EMC2B, qui consiste aussi à penser le projet, les missions qu'on peut faire pour nos clients, de façon systémique, en disant, voilà, il y a 5 enjeux, un enjeu de transition énergétique, un enjeu de raréfaction des ressources, un enjeu d'atténuation carbone, un enjeu d'adaptation au réchauffement climatique et évidemment un enjeu du vivant. Et ça, c'est notre canevas MC2B sur lequel on essaie aussi de peser. Hein. Vous savez qu'on fait des projets. Je pense qu'il y a les architectes sur Misenthal, on leur dit au fait, au moment de leur avant-projet détaillé, combien il coûte ton projet. Nous, on veut dire à nos clients combien ça coûte, mais aussi combien ça pèse en carbone, combien ça pèse en artificialisation, etc. etc. Parce que c'est aussi des clés de décision aussi pour faire un projet avec nos maîtres d'ouvrage et toutes les parties prenantes. Voilà. Je vais aller un peu vite aussi. Ça a été évoqué plusieurs fois aussi. Je reprends un peu la suite d'Anne-Laure sur une très très brève histoire de ce que c'est aussi le verre dans l'architecture. Alors je vais mettre aussi mes héros des architectures absolument splendides. Donc ça c'est celle en plein cœur de Paris, la rue Saint-Guillaume, qui est la maison de verre de Pierre Charot, qui a été bâtie au tournant des années 30. Des années 30 aussi, où il s'est passé aussi une révolution d'un composant, qui est le vitrage isolant, le thermopane, qui a complètement changé en fait le rapport que la fenêtre ou que le vitrage pouvait entretenir avec la question énergétique. Certes, comme ça a été rappelé tout à l'heure, on voulait avoir un verre, même s'il est parfois pas complètement transparent, pour pouvoir y voir à travers. En revanche, en termes de qualité thermique, un verre simple, ça a à peu près les qualités d'isolation d'une feuille de papier. Et donc, certes, il y avait depuis quelques siècles des doubles fenêtres, des volets, etc. Mais le vitrage isolant a considérablement augmenté les caractéristiques isolantes du vitrage. Et dès lors, en fait, ça a presque transformé aussi un peu le dessin de l'architecture, puisque l'architecture pouvait devenir finalement une petite centrale solaire thermique, en fait. Et là, on a assisté au tournant des années 30 avec les frères Keck, avec ce qui s'est passé au MIT, ce qui s'est passé en Europe, énormément aussi d'expérimentation autour de l'autonomie énergétique, autonomie sur la question du chauffage et sur la question thermique. Alors tout à l'heure, il y avait un Science et Vie qui était montré pour les mentions, donc là, il y a un Popular Science sur les recherches autour du solaire passif. Je vais un peu plus vite encore, parce que c'est une très brève histoire d'architecture. Je vous ai prévenu, ça sera frustrant.
aussi pour montrer tout ce qui s'est passé au tournant des années 80, 90, années 2000, autour du verre structurel. Moi, il y a 25 ans, j'ai fait mes classes dans un petit bureau qui s'appelle RFR, dont l'une des lettres, c'est Peter Rice. Peter Rice, ingénieur très connu, irlandais, qui a été un co-auteur aussi avec Roger Sepiano du Centre Pompidou, et qui a fait et développé plein de choses dans l'univers du verre et pas que. Et donc là, vous avez derrière moi les dessins du verre agrafé par points, qui a été aussi un peu une signature des années 80, 90, 2000, sur la façon de mettre en œuvre voilà, ces structures aractéennes qui ont été aussi une marque de fabrique de la modernité. Donc moi, j'ai été un peu biberonné à ça. Hein. J'ai fait beaucoup de high-tech quand j'étais petit, quand j'étais jeune, de marier voilà, savamment la transparence, dont d'ailleurs, ça c'était RFR pour AREP, hein. Donc ça c'était bien avant que j'arrive chez AREP. On travaillait pour AREP chez RFR sur vous connaissez peut-être la verrière de la gare de Strasbourg, là aussi mise en œuvre acier-verre assez sophistiquée, avec sur la partie basse du verre cintré à froid, de la mise en œuvre aussi de couches de verre assez spéciaux, de la sérigraphie. Donc voilà, donc moi j'ai vraiment appris avec le Memento à Glaverbel, avec celui de Saint-Gobain, l'art et la manière aussi de faire du verre structurel aussi, et donc j'en ai fait beaucoup et j'ai adoré ça. Voilà. Ça c'est un peu plus tard avec Bruno Godin, une très belle verrière qu'on a fait pour la salle de lecture de la bibliothèque universitaire de Rennes. Mais tout ça a fait qu'à un moment je me suis un peu posé aussi de questions sur l'art et la manière en fait de penser le verre, justement à l'ère de l'Anthropocène. C'est qu'on se rend compte parfois qu'on a fait par moments voilà, de très belles tours, de grands bâtiments avec peut-être un peu trop de verre, hein, pas uniquement vis-à-vis finalement de leur coût en énergie grise, de leur coût dans les émissions carbone que le verre réclame. Bon, après, je veux aussi le verre, la quote-part du poids carbone du verre on va dire, sur les 500 à 1000 kg de CO2 au mètre carré quand vous bâtissez, c'est pas grand-chose. En revanche, sur des questions d'adaptation au changement climatique, si on positionne mal une baie, une transparence, ça peut faire mal en fait. Ça peut dans certains cas faire beaucoup de bien parce que ça apporte évidemment de la lumière et ça apporte aussi de la chaleur gratuite en hiver. Mais si la baie et si la transparence est mal pensée, ça peut devenir vraiment une vraie source d'inconfort, une vraie source de maladaptation, voire un enjeu de santé publique. Petit clin d'œil historique aussi, moi ça sera peut-être une question de débat de voir comment le verre est aussi au service de l'énergie. Vous avez ce très très beau livre de John Perlin qui s'appelle Let It Shine, qui raconte l'histoire de l'énergie solaire depuis 6000 ans. Et le verre a sa place. Et le verre a aussi sa place sur la question de la serre horticole, sur aussi l'émergence aussi du solaire thermique et du solaire passif dans l'architecture. Je l'ai rappelé tout à l'heure avec le vitrage isolant, mais bien avant ça, il s'est passé plein de choses. Et puis aujourd'hui, on trouve aussi beaucoup de verre dans une énergie qui est promise aussi à des lendemains plutôt verts, qui est le solaire photovoltaïque, puisque c'est en général une feuille de verre trempée qui vient protéger les wafers d'un silicium. Alors cette histoire-là de l'énergie, vous avez compris que c'est quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse. Il y a un an, j'étais commissaire d'une exposition au pavillon de l'Arsenal à Paris qui s'appelait Énergie légère, qui justement posait cette question de la relation entre énergie, ressources et formes. Vous avez une sorte de tableau, c'est un peu comme un arbre phylogénétique de quelles sont la variété des formes d'énergie disponibles sur Terre. Si on zoome de façon un peu plus particulière, je voulais aussi faire figurer la transparence et le verre et la fenêtre comme une source d'énergie en tant que telle. Donc le solaire passif est une sous-famille de la très grande famille d'énergie solaire. C'est la partie que j'ai à la fois soulignée et encadrée derrière. On a fait aussi ce petit travail dans l'exposition pour aussi essayer de révéler à l'échelle nationale quel était le gisement disponible en termes de chaleur solaire propagée par la fenêtre. Vous avez une carte de France qui montre, donc c'est des calculs qu'on a fait avec les équipes d'AREP pour essayer d'estimer quelle est la densité de production d'énergie solaire par les fenêtres en France. On a mis aussi dessous un petit diagramme qui montre comment la fenêtre, de temps en temps, elle est un gain et quand est-ce qu'elle est une perte. Autre exemple aussi, donc ça on a voulu le traduire aussi dans l'architecture et de montrer comment c'est encore une fois cette dualité entre énergie et matière où la matière est en rouge
et l'énergie en te bleu, et de voir comment l'un et l'autre dialoguent. Et donc, je trouve que c'est intéressant de regarder comme finalement ce caractère biface de la transparence, qui quelque part coûte énergétiquement pour être là en tant qu'élément verrier par exemple, mais comment en revanche ça peut être justement un dispositif qui peut aider à produire ou tout au moins à moins consommer. Dans ces recherches-là, il y a d'ailleurs la personne qui m'a assisté aussi sur cette exposition, c'est Jean Souviron, qui a fait d'ailleurs une thèse sur le verre, qui je crois d'ailleurs était aussi en lien avec AGC. On a fait aussi quelques recherches aussi sur cette question du discernement par rapport à la question du vitrage. C'est vrai que parfois quand on veut faire, qu'on veut rénover pour faire un projet plus vertueux, on a tendance à se dire bon très bien, je vais réisoler massivement, je vais passer d'un simple vitrage à peut-être un triple vitrage, et donc c'est vrai qu'on voulait aussi poser la question du discernement, c'est-à-dire il y a peut-être certains cas en fait où un double vitrage suffit, et comment ces choses-là en fait, comment elles doivent être contextualisées. Donc c'est ma petite page de pub auprès des architectes et des ingénieurs, parce que mine de rien il n'y a pas de recette, c'est-à-dire que c'est vraiment en fait la bonne prescription, elle est vraiment associée à un climat donné, à un programme donné, à un usage donné. Et donc dans certains cas, dans ce papier-là qui est disponible, on voulait montrer qu'il y a certains endroits où en fait ça peut être intéressant de ne pas nécessairement être plus royaliste que le roi, et d'avoir aussi peut-être des compositions de transparence qui soient la plus adaptée possible. Alors ça c'est un peu résumé si vous voulez dans ce petit diagramme qui est finalement un diagramme qui consiste à regarder un impact par exemple d'une fenêtre sur toute sa durée de vie. Typiquement la courbe rouge pourrait correspondre à un triple vitrage parce qu'il a 3 feuilles de verre, il va émettre un petit peu plus de carbone, il va peut-être d'ailleurs coûter un peu plus cher, il a consommé un peu plus d'énergie grise. Et puis la courbe bleue, c'est peut-être un double vitrage. Bon, en fait, le point de croisement, il est très fluctuant. Il y a des fois où ça se croise pas, ça va très très loin. Des fois où c'est tout de suite. Voilà. Et donc ces choses-là, elles sont très locales et elles méritent vraiment d'être scrutées dans chacune des situations. Autre sujet et pas des moindres, ça c'était pour la partie énergétique. Sur la partie ressources, ça a été montré plusieurs fois, c'est que pour faire du verre, il faut chauffer à très très haute température. Je vous le disais tout à l'heure que nous, ça nous intéresse aussi, voilà, j'arrête de se dire comment finalement on transforme, comment on rénove, comment on construit en prescrivant peut-être des matériaux un peu plus crus, peut-être aussi avec plus de matières qui ne soient pas extraites, donc plutôt dans des logiques de réemploi, des logiques d'utiliser aussi les fibres végétales qu'on peut appeler le biosourcé ou le géosourcé. Et vous voyez que le vitrage, en fait, alors c'est des diagrammes qui rapportent les choses au kilo. Après, on ne prescrit pas un vitrage au kilo, on le prescrit plutôt en termes d'épaisseur. Mais vous voyez que le vitrage, du fait qu'il est très intense en termes et très gourmand en termes de consommation d'énergie, son rapport d'énergie grise rapporté au kilo et son rapport carbone le met plutôt en haut. Alors, j'ai nul doute que les collègues tout à l'heure montreront comment ce point, avec un certain nombre d'évolutions industrielles, petit à petit va migrer, mais c'est aussi une question, un point qui nous questionne. Ça, c'est des images plus contemporaines que celles que les dessins, le très beau dessin montré tout à l'heure de grands fours. Je pense que ça, c'est l'autoclave. Ça, c'est doit être pour feuilleter peut-être des grands vitrages qui iront peut-être sur un Apple Store. Et puis ça, c'est la benne aussi. Ça, c'est le verre qui part à la déchetterie. Et alors, cette question de la déchetterie, c'est aussi quelque chose, moi, qui m'a assez tôt interpellé. Je l'avoue, je suis aussi un peu passionné d'automobile. Alors j'en ai pas, mais je continue à être assez trouver que c'est aussi des objets qui peuvent être aussi d'ailleurs très beaux, et aussi très très intrigué aussi évidemment par les pièces de verre magnifiques que peuvent être un pare-brise, que peut être une lunette arrière. Et vous avez des architectes américains comme Rural Studio qui avaient proposé de réemployer des pare-brises pour pouvoir faire une vêture, pour pouvoir en faire un parapluie, une verrière, etc., comme l'image d'assez mauvaise qualité d'ailleurs que vous avez derrière moi. Et donc cette question du réemploi du verre, c'est un peu faire la Annapurna par la face nord, parce qu'évidemment
un vitrage, c'est fragile. C'est beaucoup plus simple de suggérer du réemploi en reprenant un faux plancher, en prenant un vieux radiateur, une poignée de porte ou un lavabo, que sais-je. Et de faire ça avec du verre, c'est peut-être un peu plus ardu. Et on a eu une occasion, j'ai eu une occasion, alors ça c'était avant d'arriver chez REP il y a maintenant un peu plus de 6 ans, même bientôt 6 ans. C'était avant, et dans le bureau où j'étais avant, on avait été missionné par l'OPIC. L'OPIC, c'est le maître d'ouvrage qui s'occupe des patrimoines publics sur les édifices culturels. Et on devait rénover ce qu'on a la fameuse chenille du Centre Pompidou à Paris, conçue par Piano et Rogers, donc ces grands tubes de verre. Et à l'époque, en 2018, on avait interpellé le maître d'ouvrage pour dire hop, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une stratégie pour éviter que ces vitrages, qui ont une valeur symbolique assez forte, ils ne partent pas à la benne. Donc certes, ces vitrages devaient être remplacés par des vitrages feuilletés, parce que là, ce sont des 6 mm de 1977 trempés, mais non feuilletés. Or, pour un établissement recevant du public et pas que, quand vous avez du vitrage en zénithal, il faut qu'il soit feuilleté. Et puis par ailleurs, cette façade-là du Centre Pompidou, c'est la façade ouest. Et ils se sont dit, tiens, on va peut-être aussi rajouter une petite couche de contrôle solaire, parce qu'en été, j'imagine que vous avez déjà visité le Centre Pompidou, et peut-être quand il y a un peu de soleil, c'est vrai qu'assez vite, ça chauffe. Voilà. Donc on a été là-dessus aidé, on a fait une petite étude avec le pavillon de l'Arsenal pour essayer de documenter ce capital-là. Donc on a un peu reconstruit finalement les archives de tous les types de vitrages qui existaient. Ça, on a aussi représenté en dessin toutes ces tuiles et toutes ces portions de cylindres qu'on a pu récupérer. On les a stockées, on a aussi écrit un petit livre autour aussi de cette question, de cette opportunité, et aussi de soulever la question du réemploi du vitrage. Et puis, quelques années plus tard, et donc là, aux commandes d'AREP, on a eu une opportunité pour les Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont eu lieu là il y a quelques mois. Évidemment, il s'est passé pas mal de choses en France et notamment dans les gares. Et puis, il fallait qu'on fasse quelques travaux pour la gare du Nord à Paris, qui est la plus grande gare d'Europe. Donc, il y a eu quelques petits travaux en termes de signalétique, en termes de cheminement intérieur. Et puis, sur l'ancienne gare routière, qu'on a pas mal reconfigurée, on a aussi construit une halle à vélo. Une halle à vélo qui fait 1200 places. Une halle à vélo qu'on voulait être aussi l'expression d'une architecture assez sobre, assez minimaliste, qui recourt au bois, qui recourt aussi au solaire photovoltaïque. Et on s'est dit, tiens, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser une petite partie du gisement disponible avec ces morceaux du Centre Pompidou. Et donc là, vous avez une vue intérieure, mais peut-être que vous commencez à deviner que la partie centrale, en fait, il y a une transparence avec moins de mouchoirs à biais que ceux qui sont générés par les cellules de silicium. Donc ça, on est dessous. Ça, c'était avant l'ouverture. Alors, il y a un petit peu plus de vélo à l'intérieur. Et là, vous avez le dessus. Et sur le dessus, là, vous reconnaissez des vitrages de 1977 qui ont été réinstallés sur la partie supérieure de cette halle à vélo. Donc ça, c'est aussi une belle image, qui était l'image aussi que vous avez peut-être repérée en intro, qui était la couverture de la présentation, d'avoir ces vitrages de 1977 qui viennent se reposer. Donc vous voyez, donc c'est les vitrages de la chenille viennent se mettre au croisement des poutres en bois pour faire ce lanterneau. Et donc c'est cette petite histoire qu'on a racontée aussi dans un petit livre qui s'appelle Halle, Soleil, Climat, Cohue, avec ces très beaux dessins d'Hjalmar qui racontent aussi la chenille qui devient papillon. Voilà, des vitrages qui vont aller 900 mètres plus au nord, se redéposer sur la halle à vélo. Voilà, donc tout ça m'invite à ouvrir aussi, vous voyez, c'est tout un chantier. Je veux dire, c'est sûr que cette question de l'anthropocène et cette question de la crise écologique, évidemment, elle peut susciter de l'anxiété, voire par moments les sentiments les plus sombres, mais on peut aussi l'envisager aussi de temps en temps comme une contrainte. Mais la contrainte, elle peut être extrêmement créative. Vous avez tout un mouvement littéraire qui s'appelle l'Oulipo, qui justement avec la contrainte, qui veut dire plus il y a de contraintes, plus c'est marrant en effet de concevoir et de créer. Donc c'est vrai qu'on a aussi envie côté
pas que chez Areb d'ailleurs, parce qu'il y a plein de confrères aussi qui aussi essaient de faire du judo avec la contrainte écologique pour se dire tiens, à quoi tout ça demain peut ressembler. Et donc cette question de l'enveloppe post-carbone, je pense qu'on en entendra parler côté industriel pour voir quels sont tous les leviers et toutes les innovations qui sont mises en place. Mais cette question aussi ce que j'appelle peut-être le high-tech du réemploi, parce que c'est un peu compliqué. Hein, sur la gare du Nord, on a eu ce qu'on appelle un ATEX. Alors un ATEX, c'est quand vous dérogez à la norme, eh bien, il faut faire tout un protocole avec le CSTB, qui est le Conseil scientifique et technique du bâtiment, pour arriver à montrer par A plus B que tout ça sera extrêmement durable, solide et sûr. Et puis pour finir, en résumé, je pense que je suis là aussi parce qu'il y a quelques mois, il y avait un colloque à l'architecture de Paris-Malaquais, à laquelle participait aussi d'ailleurs Anne-Laure Carré, qui s'appelle Transparence, légèreté en architecture. Et puis tout ce que je vous ai raconté là pardon Jean, en 26 minutes 38, est résumé dans l'article qui, je pense, sera déjà dans le livre et peut-être disponible aussi en ligne. Voilà, merci beaucoup.